Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes lundi 9 septembre, jour de rentrée officielle pour plus de 8 millions d'élèves marocains, dont 7 millions sur les bancs de l'école publique. En plein chantier de réforme aux allures révolutionnaires, l'école publique revoit ses priorités modus operandi avec comme modèle ces fameuses écoles pionnières. D'ailleurs, leur programme devrait être élargi pendant cette année scolaire après d'1,5 million d'élèves. Donc dès cette rentrée, car la formule semble marcher, en tout cas selon le ministre de tutelle. Les résultats des différentes enquêtes, préliminaires ou définitives, révèlent un impact positif des écoles pionnières sur les apprentissages. Chakib Moussa, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse vendredi, dit miser sur la formation initiale et continue des enseignants, dont le tout nouveau statut de fonctionnaire de l'éducation nationale est basé, rappelons-le, sur le mérite, la clarification des responsabilités et leur permet aussi un parcours de carrière plus attractif et des possibilités de promotion, toujours selon le ministre de l'Éducation nationale. Bref, du changement il y a, et ce à tous les niveaux, pour cet objectif, rompre avec l'ancien système éducatif marocain et surtout garantir que chaque enfant marocain accède à une éducation gratuite, de qualité, quelle que soit la région d'où il vient ou son milieu social. J'accueille pour le débat de ce soir, d'abord pour représenter le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, un inspecteur pédagogique. Il s'agit de Mustapha Chidali. Bonsoir, Monsieur Chidali, et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir, Madame Khadija. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, de répondre à nos questions. Nous avons également avec nous un expert en sciences de l'éducation. Il s'agit du professeur Mohamed Gdira. Bonsoir, professeur Gdira. Bonsoir, ravi d'être parmi vous. Toujours un plaisir. Marhaba bik. Merci. La qualité de l'enseignement est un défi majeur. Dans quelle mesure, Mustapha Chidali, les nouveautés de cette rentrée répondent à ce défi? Oui, merci Madame Khadija. Donc pour commencer, je vous remercie d'avoir cité le communiqué officiel du Monsieur le Ministre, dans lequel il parle des indicateurs favorables par rapport à la mise en place du modèle des écoles pionnières. Actuellement, on est en train sur l'évaluation continue et régulière de ce projet, que ce soit en interne, à travers les encadrants pédagogiques et les équipes appartenant au ministère, mais aussi en externe avec des entités indépendantes et qui sont en train de faire une étude d'impact de ce modèle dans les différentes écoles pionnières, bien sûr, en se focalisant aussi sur des écoles témoins, en vue bien sûr de voir à quel point ce modèle a pu apporter une nouveauté, un impact positif sur ce modèle. Donc j'aimerais souligner à ce niveau-là que notre partenaire qui travaille sur ce sujet d'impact est un labo de recherche international issu de l'Institut. Donc là, vous parlez des écoles pionnières, parce qu'on on allait parler. Donc c'est la nouveauté de cette rentrée. Et dans quelle mesure elle répond au défi de la qualité de l'enseignement? Ma question était plus sur ce point très névralgique, on va le dire, qui concerne la qualité de l'enseignement et les nouveautés de cette rentrée scolaire pour améliorer cette qualité de l'enseignement qui fait défaut dans notre système éducatif. Oui, justement, parce que quand on parle de qualité, on parle du changement de la manière dont on enseigne. Donc, comme maintenant l'indiquent les indicateurs ou bien les résultats préliminaires annoncés par notre partenaire, donc il y a un changement dans la façon d'enseigner, dans les pratiques enseignantes menées par les acteurs dans les salles de classe. Donc, et dans ce sens, on est très optimiste dans l'extension de ce modèle dans les années à venir. L'année précédente, nous étions dans le premier stade, qui est la mise en place, ou bien l'expérimentation du projet. Et à partir de ces résultats, on a démarré cette année l'extension progressive dans sa première phase avec l'addition de 2000 écoles qui vont rejoindre ce projet. C'était un défi pour nous, surtout que cela nécessite une préparation préalable sur le plan de la formation des encadrants,
nous étions obligés de former plus de 400 inspecteurs pédagogiques qui vont accompagner les écoles pionnières. N'oublions pas que nous avons formé, juin précédent, plus de 30 000 enseignants autour des nouvelles approches qui sont maintenant le sujet de C'est quoi de ces cette nouvelles réforme. approches? Parce qu'on Voilà. entend beaucoup parler d'école première, mais pour le citoyen lambda, il s'agit de quelle nouveauté? Voilà, puisqu'on parle de nouveauté, encore une fois, je reviens à ma question initiale. Quels sont les critères de ces écoles pionnières? Le premier, c'est le pilier curatif. Donc nous avons des élèves qui ont des difficultés et qui ont besoin de soutien et d'aide pour, bien sûr, démarrer dans de bonnes conditions leur scolarité. On ne peut pas commencer une année scolaire avec des élèves qui ont des difficultés dans ce sens. Donc le pilier curatif se base maintenant sur l'adoption d'un modèle de remédiation inspiré d'une méthode éprouvée et validée scientifiquement par le MIT. Justement, c'est le MIT qui a mené une étude d'impact sur l'approche TARL, donc Teaching at the Right Level. Maintenant, c'est le modèle adopté au Maroc et qui est déjà répandu dans plusieurs pays qui ont un même contexte similaire au Maroc. Donc, dans ce sens, je dis que le rapport de l'année précédente, qui a été publié septembre 2023, nous avons publié des résultats qui étaient vraiment encourageants. Nous avons des élèves qui ont pu avancer dans le niveau de compétences. En mathématiques, nous avons doublé le niveau de compétences 4 fois. Nous l'avons doublé 3 fois en français et 2 fois en langue arabe. Donc, ce qui équivaut à un gain d'une année à deux années de scolarité grâce à cette phase de remédiation intensive qui a duré entre 4 et 6 semaines dans les écoles pionnières. D'accord. Donc la grande nouveauté pour cette rentrée, c'est l'élargissement de ces écoles pionnières à plus d'1 million d'élèves. C'est ce que vous dites? Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés à prévoir pour cette rentrée scolaire? Oui, Mustapha Chebeli justement, c'est parce que nous avons maintenant des indicateurs très positifs par rapport à ce modèle au cycle primaire qu'on est en train de l'élargir horizontalement pour faire couvrir ou bien pour faire bénéficier le maximum des élèves dans les écoles publiques et en même temps, on est en train de l'étendre verticalement vers le cycle collégial. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'on va lancer la première expérimentation du collège pionnier inspiré des principes et du concept de l'école pionnière, bien sûr avec presque le même canevas, la même structure, mais avec une adaptation selon les spécificités et la particularité de ce cycle. Ce sont les mêmes matières qu'il y a dans ces écoles pionnières que dans les écoles, on va dire, normales? Oui, enfin, nous avons, oui, c'est le même habituel ou classique? Oui, c'est le même curriculum officiel du Maroc qui est enseigné dans toutes ces écoles, sauf dans les écoles pionnières, nous avons des méthodes spécifiques, bien sûr, dans le cadre de... Donc c'est une question de méthode. Oui. Puisque c'est une question de méthode, nous avons justement un expert avec nous des sciences de l'éducation, donc méthodologie est intrinsèque aux sciences de l'éducation. Professeur Gdira, un commentaire d'abord sur ce qui vient d'être énoncé, détaillé par Mustapha Chebeli du ministère de l'Éducation nationale. Personnellement, je cautionne. Je dirais le progrès. Maintenant, parfois, vous savez, dans un discours officiel, il y a du délire. Dire qu'on a rattrapé une année à 2 ans en 4 ou 5 semaines, ça c'est du délire. Ça n'a rien de pédagogique. La pédagogie, c'est quoi? Ou je dirais la didactique d'une matière. C'est, je dirais, passer d'un savoir savant à un savoir simple. Ok? C'est ça. Or, il y a un progrès, il faut le reconnaître, mais de là à dire rattraper une année ou 2 ans... Oui, mais c'est les résultats témoignent de cela. Non, ce n'est pas des résultats. Non, excusez-moi, madame. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Les résultats, c'est dans Qu'est-ce qui vous fait douter de la véracité? Mon expérience, madame. Voilà. Mon expérience de 40 ans. Après, si des évaluations ont été faites, elles ont démontré qu'il y a des résultats positifs sur l'apprentissage. Il n'y a aucun calcul qui peut dire cela, aucun. Bon, peut-être pas généralisé, pas tous les élèves, peut-être ont rattrapé le retard. Je peux dire qu'il y a un progrès, je peux dire qu'il y a un état d'avancement positif, oui, mais de dire qu'on a rattrapé, je dirais, tout l'aspect négatif de la chose en 6 semaines et on a rattrapé une année ou 2 ans, ça, c'est un délire. D'accord. Vous savez,
Est-ce que vous mais pensez quand laissez-moi- même que la qualité de l'enseignement devrait profiter, bénéficier de cette nouvelle approche Oui, tout à fait. prônée par les C'est écoles une très pionnières? bonne approche. Elle est positive, on l'a bien adoptée, il n'y a pas de problème. On progresse dans ce sens-là. Les rapports valident ce qu'on est en train de dire. Voilà. Là, le petit bémol, c'était cela, parce que c'est un discours qui se répète le plus officiellement ou officieusement. Mais là, on ne peut pas le dire. Hein. C'est carrément scientifiquement, on n'a pas le droit de le dire. Voilà. Très bien. J'ai envie de rajouter. Mais l'impact a été évalué Oui, tout quand à même, fait. il faut Il y le a un dire. impact positif. Il y a un grand impact positif. Il n'y a aucun problème. Très bien. Et vous vouliez continuer, je vous laisse continuer. Oui, votre j'ai idée, envie de peut-être. continuer quelque chose. Vous savez, nous sommes en train de piloter et de gérer une mastodonte. OK? La mastodonte de 8 millions, presque de plus de 8 millions, je dirais. Or, lorsqu'on pilote une structure de 8 millions, il y a certainement des insuffisances. Il y a certainement, je dirais, des erreurs. Il y a certainement... Donc, il ne faut pas, je dirais, donner uniquement des aspects positifs. Il y a des aspects négatifs qu'il faut surmonter pour aller de l'avant. Il faut être critique et autocritique, il n'y a aucun problème. Donc, je dirais tout simplement, il y a des risques. Maintenant, les risques, les acteurs sont conscients de ces risques-là et ils apportent énormément de valeurs positives dans ce sens-là. Je dirais tout simplement, il est un peu tôt d'évaluer d'une manière définitive cette expérience-là. L'expérience, toute expérience, quelle qu'elle soit, nécessite un trend, c'est-à-dire 4 à 5 ans. Oui. Vous voyez? Et là, on sera catégorique et on va dire que, bon, ça y est, il y a un point d'inflexion et on a pris l'autoroute. Il n'y a aucun problème. Oui. Voilà. Alors, il faut le rappeler, on le disait tout à l'heure, c'est que dès cette rentrée, quand même, un élève sur 7 de l'école publique devrait appartenir à une des écoles pionnières. Oui. On écoute à ce sujet d'ailleurs la déclaration du ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Ben Moussa. On revient au débat juste après. Pour que cet élargissement soit plus juste, il a été nécessaire de mobiliser tous les cadres pédagogiques et administratifs en termes de formation et aussi d'aménager ces établissements. L'adhésion des cadres administratifs dans ce programme se fait sur la base du volontariat et le bilan de l'année 2023-2024 a montré qu'il y a un réel impact. Nous espérons que nos enfants du monde rural et urbain puissent bénéficier de cette amélioration de l'apprentissage. Vous l'avez confirmé tout à l'heure, ces écoles pionnières devraient répondre à ce défi de la qualité de l'enseignement. Qu'en est-il justement de la pertinence des programmes scolaires? Parce que c'est un des autres challenges de notre système éducatif. Justement, j'aimerais revenir à l'idée du trend, c'est vrai, parce que l'évaluation d'un projet ou bien d'un concept nouvellement installé dans le système éducatif ne peut être pas évalué sur 1 ou 2 années. Cela, bien sûr, nécessite une certaine durée pour juger de son efficacité. Mais pour l'idée de l'impact, comme elle a été citée dans le communiqué officiel, nous avons des indicateurs préliminaires basés sur une année officiellement qui est expérimentale, mais qui était précédée déjà par une année pilote à laquelle ont participé juste de 200 écoles. Pour clarifier l'idée de la multiplication des compétences par 4, par 3 et par 2, en tant qu'éducateur et inspecteur pédagogique, nous avons ce qu'on appelle une granulation des compétences dans la progression annuelle des apprentissages. Donc quand je dis qu'un élève a pu gagner en termes de temps scolaire 1 année à 2 années, ça veut dire qu'au bout de 4 semaines, un apprentissage qui était programmé dans la 3e année du cycle primaire, elle a pu l'acquérir avant d'atteindre la 3e année. Avec les mêmes manuels scolaires. Voilà, je m'explique autrement. Voilà, parce que là, vous me perdez. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il avance sur le curriculum du primaire, admettons. Il est en CM1, il doit passer en CM2, mais il est déjà
dans, dans des programmes de troisième année. Voilà, justement, c'est ça. C'est un élève qui est, par exemple, en 5e année et il est supposé avoir des acquis de la 3e année. Donc, le passage de la 3e année à la 5e année nécessite 2 ans de scolarité. Et quand on a diagnostiqué cet élève, nous avons trouvé qu'il a un manque ou bien un défaut à ce niveau-là. Mais après 4 semaines de remédiation, nous avons amené des élèves qui ne connaissent pas lire des lettres, ce qu'on appelle des élèves au niveau débutant, à lire par exemple un paragraphe simple de 30 à 40 mots. C'est un exemple pour les langues. Pour les maths, je citerai par exemple des élèves qui connaissent juste, des élèves qui ne savent pas lire des nombres à 2 chiffres, mais au bout de 4 à 5 semaines, ils sont parvenus maintenant à faire des soustractions. Donc voilà ce qu'on entend par un gain. Est-ce que c'est un gain ou un rattrapage? C'est un rattrapage, on peut dire que c'est un rattrapage parce que cet élève est supposé l'avoir dans l'année en cours. Mais puisqu'il a ce retard, nous avons pu le gagner au bout de cette phase. Oui, les résultats justement de cette étude PISA le démontrent. Intensive. Oui. Vous avez évoqué la question des contenus. Bien sûr, parmi les nouveautés actuelles dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route, c'est l'actualisation du rôle de la commission permanente des curricula et qui va se charger de la révision avec, bien sûr, les équipes des curricula, la révision du curriculum, et à quel point elle répond aux référentiels internationaux en termes des évaluations, quels sont les contenus à améliorer, quels sont les contenus peut-être à alléger. Et donc c'est un travail qui est en cours, bien sûr, avec maintenant la nomination de cette équipe de la commission permanente. Donc voilà un volet qui est toujours ouvert et sur lequel on travaille. On veut bien sûr d'améliorer maintenant les contenus d'apprentissage et aussi dans le cadre de l'adoption des méthodes efficaces qui vont être... Est-ce qu'une méthode peut être inefficace si, justement, ce programme scolaire n'est pas efficient? Comment une méthode peut marcher sur un programme qui n'est pas efficient et qui a démontré justement son inefficacité avec les résultats qu'on a aujourd'hui? Je vous remercie pour la question, parce que là, vous évoquez l'un des principes essentiels dans les méthodes, ou bien la méthode explicite qu'on est en train de mettre en œuvre. Parmi les principes de cette méthode, il faut d'abord préparer le curriculum. Donc la première étape, c'est la préparation du curriculum. Et par la suite, il faut voir comment gérer les apprentissages dans les classes et en parallèle travailler sur la gestion des comportements. Donc ce sont 3 dimensions autour de laquelle s'articule cette méthode explicite, parmi les méthodes efficaces que nous sommes en train de mettre en œuvre actuellement dans les écoles pionnières. Alors, professeur Gdira, est-ce qu'il fallait commencer par la charrette ou les bœufs? Est-ce qu'il fallait commencer par, pour l'expert que vous êtes, l'objectif est là, il faut atteindre cet objectif. Oui, est-ce qu'on commence par la méthode ou le contenu? Alors, généralement, on commence par le contenu. Or, c'est actuellement la voie du contenu et de la pédagogie, je dirais de la méthode, vont en parallèle. Parce qu'on ne peut pas arrêter la méthode et dire on va changer non, on est dans un gain de temps et le gain de temps nous permet de dire il y a une commission qui a été désignée par le ministre pour changer les curricula, il n'y a aucun problème. On a évoqué cela donc, sur ce plateau plusieurs fois. Tout à fait. Maintenant, la méthode à elle seule ne suffit pas. Hein. Il y a une surcharge dans les programmes, premièrement. Parfois, il y a des incompréhensions. Parfois, je dirais, les professeurs sont obligés de terminer un programme alors qu'ils ne peuvent pas le terminer. Et donc, cette surcharge-là fait défaut, quelque part, à la pédagogie. Oui. Ça viendra. Vous savez, dans un système éducatif, on travaille par accumulation, donc dans le temps. Et par conséquent, aujourd'hui, il y a de la bonne volonté, il y a de la bonne foi, il y a un travail sur le terrain qui se fait. En parlant de bonne foi, oui. Il faut beaucoup de bonne foi de la part des enseignants aussi. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est bien si on assure une formation en continu à ces enseignants, mais comment s'assurer qu'ils vont
adhérer à cette ambition? Parce que cela nécessiterait, enfin je dis peut-être que je me trompe, plus de travail de la part de ces enseignants. Oui, tout à plus fait. d'heures de travail pour pouvoir atteindre les objectifs qui ont été mis en place par la tutelle. Vous avez parlé d'efficience. Ça nécessite de l'efficience de la part, dans le temps et l'énergie de la part des enseignants. Or, nous avons des enseignants très compétents. Il faut le reconnaître. Bien engagés. Pas en totalité, il faut le reconnaître. Hein. Mais il y a un manque de moyens parfois. Même les moyens, aujourd'hui, il y a, je dirais, un certain nombre de classes qui ont été alimentées par des ordinateurs, je dirais, aménagées, etc. Maintenant, vous savez, une politique éducative se fait sur 15 ans. Elle ne se fait pas sur 2 ans, 3 ans. Avec des bilans d'étape. Avec des bilans d'étape, tout à fait. Et de l'audit, ouais. Je dirais la nouveauté avec M. Ben Moussa, c'est dans cette politique, il a adopté des étapes, et donc des étapes spécifiées, hein, par écrit. Hein. Maintenant, on peut faire, je dirais, une évaluation d'objectifs, et on peut dire si c'est oui ou non, et lorsqu'on dit évaluer, ce n'est pas sanctionner. Évaluer, c'est évoluer. Donc, c'est corriger pour aller de l'avant. Oui, c'est l'obligation de résultat aussi, Moustapha Chidali. Oui, c'est l'obligation de résultat. Comment s'assurer de bien évaluer finalement? Parce qu'on parle d'évaluer ces écoles pionnières. Comment évaluez-vous l'enseignant dans l'école publique marocaine aujourd'hui? Comment s'assurer de la bonne gouvernance? Et là, c'est un talon d'Achille qu'on a et qui a fait quand même échouer plusieurs stratégies avant cette feuille de route du ministre Chekib Ben Moussa. Comment s'assurer qu'il y a une évaluation juste et équitable? Oui, je reviendrai à la question de l'évaluation, mais avant, vous avez évoqué la question des enseignants, à quel point ils sont engagés, ils adhèrent au projet. J'aimerais, dans ce sens, revenir au rapport publié par l'Observatoire national du développement humain, qui a été fondé sur une enquête qu'ils ont menée dans les écoles pionnières. Dans les écoles pionnières. Voilà, dans les écoles pionnières, bien sûr, dans le cadre de l'évaluation de cette expérience. Et parmi les conclusions, ils constatent qu'il y a une adhésion. Il y a un environnement positif dans ces écoles. Il y a un changement de relation entre les encadrants et les encadrés. Il y a cet esprit d'équipe pédagogique qui s'est instauré au sein de ces écoles. Donc il y a une volonté positive de la part des enseignants. Et je les salue par cette occasion pour les efforts qu'ils ont déployés tout au long de la mise en place de cette expérimentation, parce que c'est grâce à leur implication, à leur engagement. Quand il y a eu les grèves, il n'y a pas eu de grève dans les écoles pionnières? Oui, il y avait des grèves, mais une fois les enseignants étaient dans leur classe, ils ont repris avec, bien sûr, avec tout. L'évaluation. Il nous reste moins de 2 minutes. Évaluation. Donc, évaluation, nous pouvons parler sur plusieurs stades, sinon plusieurs perspectives. Évaluation, d'ailleurs, pour repérer à quel point les écoles pionnières répondent aux critères définis pour avoir le label de qualité. Donc, chaque école maintenant travaille sur la satisfaction d'une matrice de critères, bien sûr, pour obtenir ce label. Donc, premier volet d'évaluation. Deuxième volet, l'évaluation de la maîtrise des nouvelles méthodes d'enseignement, ce qui est assuré par les équipes des encadrants pédagogiques, qui assurent maintenant un suivi de proximité dans leurs écoles, en vue d'apporter de l'aide aux enseignants et aussi de voir à quel point ils ont approprié, bien sûr, cette nouvelle façon d'agir dans les classes. Troisième aspect de l'évaluation des élèves. Maintenant, nous avons une évaluation qui se base sur l'utilisation des livrets de compétences. Maintenant, on est en train de s'éloigner progressivement des évaluations basées sur des notes, une évaluation chiffrée, et on a adopté une autre modalité d'évaluation en vue d'apaiser la pression sur les élèves et éviter la discrimination et la stigmatisation des élèves qui ne parviennent pas à atteindre, bien sûr, le seuil attendu. Donc, ce sont les niveaux sur lesquels... L'évaluation des enseignants. Donc, on a 18 000 enseignants, dont 8 000 en remplacement des départs. Donc, ça, c'est la nouveauté aussi de cette rentrée scolaire. Comment évaluer les enseignants, l'efficacité de l'enseignant et surtout cette obligation de résultat? Voilà, donc c'est une bonne question parce qu'il m'amène à parler du concept de la formation certifiante. Donc les enseignants qui ont bénéficié d'une formation, que ce soit dans le cadre de la première approche Teaching at the Right Level, de la remédiation, ou bien dans les méthodes explicites, les encadrants, bien sûr, visitent les enseignants dans les classes et ils élaborent, bien sûr, une observation de classe, une séance modèle
sur la base de laquelle il élabore un rapport de certification. Donc, ces encadrants dépendent de quel chaque encadrant, je parle des inspecteurs pédagogiques, parce qu'ils sont responsables de leur... donc l'inspecteur pédagogique, c'est l'encadrant. Voilà, c'est l'encadrant, c'est lui qui est responsable de sa zone d'inspection. Il visite les enseignants dans leur classe, il observe ça veut dire les gestes professionnels de l'enseignant et il juge à quel point cet enseignant a pu maîtriser et approprier cette toute transparence de faire. Et sur la base de ce rapport, bien sûr, on certifie l'enseignant, bien sûr, comme enseignant. Et après la certification? Voilà, il bénéficie de toutes les incitations, bien sûr, programmées dans le cadre de la feuille de route. Est-ce qu'il y a une évaluation sur son travail après la certification? Bien sûr, dans le cadre du suivi continu et régulier, toujours, il y a des visites. Il y a du changement par rapport à ce suivi? Oui, sûrement. Récurrence, oui, c'est sûr. pertinence, transparence, gouvernance? Tout à fait, il y a un changement radical dans la façon de gérer les classes. J'ai cité tout à l'heure. C'est-à-dire dans 4-5 ans, ça va être la révolution. Avec le nombre de classes qui se rajoutent aussi, rappelons-le, 189 nouveaux établissements publics ouvrent leurs portes cette année, donc moins d'élèves dans les classes. Oui, c'est un défi à nous tous, bien sûr. Ça ne sera pas facile à réaliser, mais avec la participation et la contribution de toutes les parties, je pense que nous pouvons faire réussir ce projet et voir de bons résultats dans les années à venir. Dans les années à venir, un dernier mot, professeur Gdira, pour finir cette émission. Moi, je pense qu'il faut éviter l'inflation sémantique pour pouvoir, je dirais, parler de l'évaluation et de tout ça. Il y a des insuffisances. L'une des insuffisances dans le système, c'est la formation des enseignants. Il faut le reconnaître. Nous avons tout un aspect résiduel, je dirais, déficient de certains enseignants qui n'ont jamais suivi de formation. Maintenant, il est temps de les mettre au diapason pour pouvoir bénéficier de cette formation. Exactement, c'est ce qui en tout cas fait, ce qui a commencé à se faire. En tout cas, il y a un début. Et puis, nous reviendrons certainement dans le cadre de cette émission pour voir un peu, pour suivre, parce que il y a beaucoup de choses encore à traiter. Mais en tout cas, ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette méthode révolutionnaire puisse marcher pour qu'enfin on puisse avoir une école, Inch'Allah, une école publique de qualité pour toutes et tous, et quelle que soit la région, et rompre, comme je le disais dans mon introduction, avec le passé. Je voudrais terminer aussi par souhaiter une très très bonne rentrée à toutes les élèves et tous les élèves marocaines et marocains. Et Inch'Allah, b'tawfiq. Merci beaucoup, professeur Gdira. Merci, Mustafa Chidali. Merci, Madame Khadija. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.